avec nous. Vous êtes un peu partout. Donc, Michel, merci. Je suis Michel, à partir de l'enregistrement de la conférence. Une conférence, donc, qui est diffusée à partir de Grande-Rivière à l'École des pêches et de l'aquaculture, qui est une belle institution là, d'enseignement ici au Cégep à Grande-Rivière. Je suis avec une équipe de directrices et conseillères de la Caisse des Jardins. J'en profite pour remercier Desjardins. Vous savez comment tout, comme l'ADOCAR, comme tous les organismes et les initiatives du milieu, comme on a besoin de soutien et de partenariat. Puis Desjardins est fréquemment partenaire d'initiatives importantes dans le milieu et en particulier de l'ADOCAR et on les remercie chaleureusement. Euh, Vous savez qu'on a également d'autres partenaires comme l'UQAR, Uniprix, entre autres les Uniprix de la région ici à Gaspésie, la ville de Rimouski et autres, les députés. Donc, merci. J'en profite pour remercier tout ce soutien. J'en profite aussi pour vous inviter à des voyages. Les prochaines conférences vont nous amener à différents endroits. Donc, la semaine prochaine, le 17 octobre, on a un conférencier allemand, Matthias Danneberg, qui va nous présenter une conférence sur son pays à partir de l'Allemagne. On a également le 18 octobre une conférence qui va être diffusée à partir de Rivière-du-Loup et qui nous amène dans l'univers avec l'astronome Marc-André Paradis du Centre Aster, mais qui est également sur Zoom, donc accessible à tous. Et la semaine suivante, le 25 octobre, les élections présidentielles. Alors, on se dirige aux États-Unis avec un représentant de la chaire Raoul Dandurand. Donc, on a le plaisir d'accueillir Victor Bardou, bourgeois de la chaire Raoul Dandurand, qui va nous parler de cet événement important qui va arriver sous peu, dont on entend déjà un petit peu parler, mais on va en parler davantage. Surveillez aussi la programmation. On va avoir 7 autres conférences en novembre et 2 au mois de décembre. Puis, il y a également des cours intéressants qui démarrent bientôt. Cours de photographie qui démarre les 15 octobre et 5 novembre. Un cours sur l'histoire du Canada, mais en passant par les premiers ministres du pays, qui commence le 31 octobre. Une réflexion sur l'avenir de la planète qui se donne localement à Gaspé à partir du 5 novembre. Un cours sur l'introduction à la gouvernance d'un OBNL, ce qui est utile quand on s'implique bénévolement dans des organisations, qui démarre le 6 novembre. On a également un cours pour découvrir les ressources d'information de BANQ qui démarre le 21 novembre. Et finalement, à Gaspé, des cours d'utilisation de tablettes et de téléphones, donc une initiation pour ceux qui commencent avec la technologie le 12 novembre. Alors, je pense avoir fait le tour et ça nous laisse le temps, tous ces événements-là vont probablement aussi nous laisser le temps pour penser à notre avenir. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. On a du temps devant nous. Donc, c'est bon de s'informer sur la protection de notre patrimoine et c'est l'objet de la conférence. Et comme je suis trop vieille pour me rappeler de longs textes ou de longues présentations, je passe à la lecture du contenu de la conférence d'aujourd'hui qui a pour but de nous sensibiliser à l'importance de la planification du transfert du patrimoine. On va explorer ensemble les enjeux liés au transfert du patrimoine, les éléments clés concernant le testament, des stratégies pouvant servir à protéger nos héritiers et leur héritage. Donc, on va prendre le temps aussi d'expliquer de quelle façon Desjardins ou votre institution financière peut vous accompagner dans cette étape importante. Et à la fin, vous aurez une vue d'ensemble sur des aspects à considérer pour mieux planifier le transfert de votre patrimoine au moment venu. Alors, je passe la parole à Nancy Lelièvre. Bonjour Nancy. Nancy est directrice du développement du marché à la Caisse du littoral gaspésien. Ben, merci, Julie. Bonjour tout le monde. Ben, comme Julie l'a dit, je suis Nancy Lelièvre, je suis directrice de développement de marché à la Caisse du littoral gaspésien. Je suis ici en compagnie de mes collègues qui est Lise Leblanc, Cathy Bertrand et Nathalie Ouellet. C'est sûr qu'on vous remercie beaucoup de votre participation à notre présentation aujourd'hui. La conférence devrait durer à peu près 60 minutes. Je vous invite à garder vos questions pour qu'on puisse le faire à la fin de notre rencontre. Fait qu'on va être là pour répondre à toutes vos questions. Puis, avant de commencer, ce que j'aimerais préciser aussi de cette présentation, c'est qu'il y a des principes, cette présentation énonce des principes généraux. Fait que cela ne remplace pas des conseils judicieux de soit de votre conseiller juridique ou de votre un conseiller au niveau fiscal, là, qui est un comptable. Là. Fait que c'est vraiment de façon c'est théorique un peu, mais si vous voulez des renseignements plus spécialisés qui s'adaptent plus à votre situation personnelle,
c'est sûr qu'il ne faut pas négliger d'aller rencontrer les personnes adéquates. Fait que je passe la parole à mes collègues. Bonjour, mon nom c'est Cathy Bertrand, conseillère gestion de patrimoine. Ça sera pas long, Cathy. Je réalise que je suis moins rapide. C'est souvent Michel qui s'occupe de la Il n'y a technique. pas de problème. Je me rends compte qu'il est meilleur que moi. Ça sera pas long. Et voilà. Si je fais une reprise. Bien, merci, Cathy. Oui. Mon nom c'est Cathy Bertrand, conseillère gestion de patrimoine. À l'écran, il va apparaître une planche. Je vais vous dire, vous pouvez voir la première planche. Ça Et donc, je vais faire le partage d'écran. ne devrait pas tarder. Ça devrait apparaître bientôt. Est-ce que vous voyez la première planche? Oui, parfait, merci. Aujourd'hui, on va aborder ce qu'on a la seconde planche. Aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Entre autres, découvrir les avantages de rédiger un testament. Léguer le plus possible d'argent et de biens à vos héritiers et non aux fiscs. Découvrir comment votre conseiller peut vous aider lors de cette étape très importante. Vous allez vous poser mille et une questions. À qui et comment vais-je léguer mes biens? Certains de mes héritiers sont-ils plus dépendants que d'autres financièrement? Est-ce que je désire assurer la sécurité financière de mes héritiers et combien de temps? À quel moment pourraient-ils recevoir leur part d'héritage? Comment préserver mon patrimoine et réduire au minimum l'impôt payable à mon décès? Comment atteindre les objectifs philanthropiques sans pénaliser mes héritiers? Voilà autant de questions à laquelle vous devriez répondre. Il y a plusieurs solutions, mais il faut regarder plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un, votre âge, votre situation familiale, l'âge des membres de votre famille, leurs besoins financiers, présence ou pas d'enfants, l'existence d'un premier mariage, la valeur de votre patrimoine, et j'en passe. Il est vraiment, vraiment nécessaire de faire le point sur vos priorités avant de commencer la rédaction d'un testament. Si on passe à la prochaine planche, quand je parle de testament, on va regarder ensemble les formes de testament. C'est sûr que avant de commencer à définir les formes de testament, je pourrais dire l'avantage de rédiger un testament, un des avantages, c'est choisir son liquidateur et ses héritiers. C'est sur l'avantage, un des avantages pour le testament. Là, on voit les formes de testament. Le testament notarié, lui, il est fait devant un notaire et un témoin. Puis, je pourrais dire, la copie originale est conservée par le notaire. Si je passe en seconde forme, devant témoin, il est écrit par un testateur. Quand je parle d'un testateur, c'est la personne qui va rédiger le testament ou par une tierce personne et qu'il est signé par le testateur en présence de deux témoins. Le testament holographe, lui, il est écrit à la main par le testateur. Il est signé par lui, mais sans aucun témoin. Quand on regarde les trois formes de testament qu'on peut voir à l'écran, lui qu'on recommande, la recommandation est faite de faire lui qui est notarié. C'est sûr que le testament notarié, holographe, devant témoin sont tous bons. Mais celui qui est recommandé, c'est celui de faire devant le notaire. Pourquoi? Parce que lui est inscrit au registre testamentaire, ce qui facilite la recherche testamentaire. Il est impossible de le détruire ou de le perdre. Aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, l'important de faire son testament. Je vais laisser place à une conseillère de travail qui va nous expliquer les éléments de la planification financière. Bonjour à tous, je suis Élise Leblanc, conseillère en gestion du patrimoine à la Caisse du littoral gaspésien. Donc, moi, je vais vous parler des éléments de planification. Donc, on sait que la planification de la retraite, ça doit tenir compte de plusieurs aspects qui sont très importants, dont, entre autres, on peut avoir des projets qui sont spéciaux. Ça peut être des projets personnels, professionnels. Il y a aussi le budget, les aspects fiscaux qu'on peut voir avec notre comptable ou fiscaliste, parce qu'on sait que la situation de chacun peut être très, très différente. Les aspects légaux qui concernent les successions, le partage du patrimoine, la gestion du patrimoine et en cas d'incapacité. Et bien entendu, le volet protection, quand on parle d'assurance du vivant et suivant le décès, seront toujours au cœur de la planification. Donc, on parle assurance, testament, mandat en cas d'incapacité, etc. En cas de problème de santé ou de décès prématuré, si les aspects légaux et de protection sont adéquats, tous les éléments financiers qui se rapportent à ces derniers vont tenir la route. Donc, il faut les planifier, il faut les reviser selon le cas
Pour vous accompagner, nous faisons appel à un conseiller en sécurité financière pour les besoins de protection ou encore on peut vous référer à votre notaire pour les aspects légaux. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de certains de ces éléments, notamment l'aspect fiscal, la planification successorale et l'aspect qui concerne la protection. Donc, lorsqu'on parle d'un testament, un décès sans testament en vertu du Code civil, ce qu'on dit, c'est qu'un conjoint de fait n'est pas un conjoint au sens de la loi. Ainsi, le testament est essentiel si l'on veut avantager son conjoint de fait, car il n'est pas reconnu dans le Code civil comme un héritier légal, peu importe le nombre d'années de vie commune. En l'absence d'un testament, le conjoint de fait n'est pas considéré comme un héritier. Seuls les avantages prévus par certaines lois spécifiques, comme la loi sur la Régie des rentes du Québec ou sur les régimes complémentaires de retraite quand on fait référence au fonds de pension, pourront lui être attribués si les conditions relatives à la durée de vie commune sont respectées. Donc, les conditions pour être reconnues en tant que conjoint de fait au sens de ces lois peuvent varier d'une loi à l'autre. Donc, en vertu du Code civil, le conjoint est la personne légalement mariée au défunt. Le conjoint a droit aux avantages du patrimoine familial et du régime matrimonial, en plus de ceux que lui confère sa qualité de légataire ou d'héritier légal. Les règles sur le patrimoine familial ne confèrent pas un droit de propriété sur les biens au conjoint, mais plutôt un droit de créance. Il n'y a pas de partage si le conjoint est le seul à hériter. Donc, les descendants sont les enfants du défunt. Si un des enfants est déjà décédé, la part à laquelle il aurait eu droit s'il était vivant est distribuée en part égale à ses enfants, donc aux petits-enfants du défunt. S'il n'y a pas d'enfant, la part est répartie entre les autres enfants du défunt. Regardons de plus près cette question. Donc, si on regarde la planche que vous voyez à l'écran, donc, ce qu'on vient de dire, c'est que le décès sans testament en vertu du Code civil, si on a un conjoint, il va recevoir 1/3 de la succession et l'autre 2/3 sera réparti aux enfants. Donc, où ça peut compliquer les choses, c'est que si jamais des enfants étaient mineurs, donc, ils doivent attendre l'âge légal pour être capable des fois de prendre certaines décisions de vendre ou autre. Lorsqu'on n'a aucun conjoint au sens de la loi, mais les héritiers, c'est 100% qui va aller aux descendants. Donc, les descendants, ce sont les enfants. Lorsqu'il y a un conjoint et qu'il n'y a pas d'enfant, donc, si les parents sont toujours vivants, il va y avoir 2/3 au conjoint et 1/3 qui va aller aux ascendants. Pardon. Et dans l'autre cas, si les parents sont décédés, donc la part, le 1/3 ira aux frères et sœurs. Je laisse la parole à ma collègue Cathy qui va poursuivre avec le rôle et responsabilités du liquidateur. On va y arriver. Rebonjour. Tantôt, je vous ai parlé des formes de testament. Maintenant, je vais vous parler du rôle et responsabilité du liquidateur. C'est sûr, le liquidateur a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Puis, en plus d'avoir une charge émotionnelle, il peut avoir aussi des pressions des autres héritiers qui veulent avoir leur héritage le plus rapidement possible. Mais il faut toujours penser que le liquidateur est la personne responsable de l'exécution des dernières volontés du défunt et d'administrer la succession. Idéalement, le testateur devrait avoir obtenu, testateur, comme je disais tantôt, celui qui a fait le testament, devrait avoir obtenu l'accord de la personne qui entend désigner comme liquidateur, à moins que la personne est la seule héritière. Les personnes désignées n'est pas tenues d'accepter cette charge au niveau du liquidateur. Là, à l'écran, vous allez pouvoir voir à la planche qui est présente le rôle et la responsabilité du liquidateur. Parmi celles-ci, le liquidateur va devoir faire de 1, faire l'inventaire de la succession. 2, recueillir les revenus et payer les dettes, incluant les impôts du défunt. Produire la déclaration de revenus du défunt et de la succession, donc 2 rapports d'impôts. Partager les biens de la succession, selon le Code civil ou le testament, et administrer et clore la succession. Si on passe à la prochaine planche, Madame Lise Leblanc, tantôt, m'a parlé, mais je trouve important qu'on en reparle encore. Là, on peut voir un couple qui est marié depuis 50 ans. Ils ont 3 enfants. Le conjoint décède. Il n'y a pas de testament. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas de testament, le couple est marié. Marie va recevoir 1/3 de la succession, donc la conjointe, et les enfants vont recevoir le 2/3. Ça, c'est quand même pas si pire. Mais si on passe à la prochaine acétate, excusez-moi, là, je me trahis, la prochaine planche.
Ici, c'est encore le même couple. Paul et Marie, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés ensemble, ils ont 3 enfants. La différence, ici, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Donc, un décès sans testament et le couple n'est pas marié, la conjointe reçoit 0 et les enfants reçoivent 100% de la succession. Donc, l'importance de faire son testament. Si on va à la prochaine planche, commis fiscal, qu'est-ce qui se passe quand on décède sans testament? Les personnes décédées est réputée avoir disposé de tous ses biens à la juste valeur marchande immédiatement avant son décès. Donc, 1 minute avant son décès, c'est comme si il aurait légué ses immeubles, ses terrains, sa résidence, ses actions, ses fonds de placement à la minute avant qu'il décède à la juste valeur marchande. Aussi, on peut inclure également là, les REER, les RVER, les FER au décès. Ça, c'est généralement inclus dans le revenu du rentier dans l'année de son décès. Par contre, il existe toujours, je pourrais dire, une exception à l'égard du conjoint, des enfants, des petits-enfants, mais ça, je pourrais en reparler. Si maintenant je prends le cas que c'est un homme qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe s'il décède sans testament? Mais c'est sûr que s'il a tout vendu ses choses avant qu'il est décédé, il va avoir une bonne impact fiscal à ce moment-là. Si on change de planche, on va voir ce que je parlais tantôt au niveau du roulement du conjoint. Donc, à ce moment-là, moi, ça se fait à l'intérieur de 36 mois. Si dans 36 mois, suivant le décès, les biens sont transférés au conjoint, légal ou de fait, ou à une fiducie exclusive au profit du conjoint, légal ou de fait, l'incidence fiscale sera plutôt transférée au conjoint lorsque celui-ci disposera de ses biens, lorsque celui-ci décédera à son tour. Donc, voilà l'importance de faire une bonne planification. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Lise Leblanc, qui va nous parler d'un rôle tout aussi important, de faire son mandat de protection. Donc, comme on sait, le testament, c'est très, très important. On ne doit pas oublier non plus le mandat en cas de protection. Donc, l'augmentation de l'espérance de vie fait en sorte qu'il est de plus en plus probable de souffrir d'une incapacité qui empêche la personne atteinte de s'occuper adéquatement de ses biens ou d'elle-même. Ainsi, il est primordial de prévoir cette possibilité, en plus de planifier la transmission de ses biens au décès avec le testament. Donc, en cas d'incapacité temporaire ou permanente, le mandat de protection va permettre ou au mandataire de s'assurer que vos conditions de vie soient adéquates. Voici l'aide que votre conseiller peut vous apporter, vous offrir lors de cette étape importante. Il faudrait changer ça. Donc, ça peut être la mise en place d'un bilan successoral, ça peut être des conseils pour mieux protéger vos héritiers et aussi des avenues pour créer la richesse. Donc, quand on parle de bilan successoral, ce qu'on y retrouve, entre autres, ce sont les actifs de la personne qui va décéder, dans le fond. Donc, ça comprend tous ses biens, les assurances-vie, les épargnes. Dans le passif, on retrouve, entre autres, les dettes de la succession, donc les frais funéraires, les hypothèques ou emprunts, les financements, les impôts à payer au moment du décès. Quand on parle de financement, ce qui est important, c'est de ne pas payer avant que l'inventaire ait été fait parce qu'on pourrait se retrouver en présence d'une succession qui serait déficitaire. Est-ce qu'on connaît vraiment la vraie valeur qui sera transférée à nos héritiers au décès? Donc, la première chose à faire est d'élaborer son bilan successoral et de connaître la valeur de ses biens. Voici quelques exemples d'éléments qu'on retrouve, entre autres, dans l'actif d'une succession. Évidemment, on ne peut pas léguer plus que sa part dans un bien. Si la résidence familiale est détenue en copropriété par chacun des conjoints, il est important de prévoir un legs de votre part à votre conjoint. Sans testament, celui-ci se retrouvera copropriétaire de la résidence avec les autres héritiers de votre succession. Une telle situation peut créer de l'inconfort entre les parties prenantes et donner lieu à des problèmes s'il y a des accords entre eux. On peut peut-être penser, si quelqu'un décède, a des enfants mineurs, ça peut créer de très, très gros problèmes parce qu'ils doivent attendre la majorité là, si jamais ils voulaient faire une vente ou autre. Un autre produit qui fait partie des actifs d'une succession, ce sont les polices d'assurance-vie. Donc, quand c'est payable à des bénéficiaires désignés, ça ne fait pas partie d'une succession. Alors que si la police d'assurance nommait comme bénéficiaires les héritiers légaux,
Donc, à ce moment-là, ça fait partie, on pourrait s'en servir pour payer des dettes d'une succession, entre autres. Les sommes qui sont payables en vertu d'un régime de retraite de votre employeur et de celles que vous aurez accumulées dans votre REER, ça fait aussi partie des actifs de la succession. Pour avoir une idée des sommes qui seront versées à votre décès, n'hésitez pas à vous procurer votre relevé annuel de participation au régime de retraite de votre employeur. Si vous possédez des biens à l'étranger, des immeubles par exemple, il est important, si ce n'est déjà fait, de vérifier les impôts et les droits successoraux applicables à cet endroit pour déterminer le mode de détention le plus avantageux sur le plan fiscal. À titre d'exemple, la détention à part égale avec votre conjoint ou par l'entremise d'une entreprise. Il est aussi prudent de rédiger un testament distinct dans la vie du pays où se trouvent les biens en question. Pour avoir l'heure juste à cet égard et préparer un testament qui sera reconnu dans le pays étranger, mieux vaut donc consulter un conseiller juridique qui connaît bien les lois du pays concerné et même un fiscaliste au besoin, parce que ça peut être très différent de ce qu'on a dans le pays où on habite. Comment faire en sorte d'en laisser le plus possible à vos héritiers? Donc, peu importe la valeur des biens que vous laisserez un jour derrière vous, il faut planifier et mettre en place une bonne stratégie financière pour la réalisation de vos objectifs de croissance et de protection de votre patrimoine. Regardons ensemble quelles sont vos options. Donc, pour réduire les incidences fiscales au décès, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc, on pourrait tout simplement ne rien faire, refiler la facture à la succession. Ça pourrait aussi être investir une somme en espérant que le rendement couvre les impôts. On pourrait emprunter des sommes nécessaires. On pourrait aussi effectuer une planification successorale adaptée à vos besoins. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une solution qui existe. Découvrons ensemble la meilleure option, qui inclut aussi les stratégies d'assurance. Donc, voici les stratégies pour réduire l'incidence fiscale. Ça peut être entre autres l'exemption pour résidence principale, des legs du REER aux conjoints ou aux enfants handicapés à charge. Donc, ce qu'on sait, c'est que le fardeau fiscal du défunt peut atteindre 50 des revenus imposables. Toutefois, ces mesures peuvent être prises pour réduire un minimum d'impôts sur une succession ou en reporter le paiement. À titre d'exemple, lorsqu'on parle d'exemption pour résidence principale, il y a plusieurs dates qui sont importantes. Saviez-vous qu'un chalet ou même un condo en Floride occupé seulement pendant les vacances peut être désigné aux fins de l'exemption pour résidence principale? Vous désirez savoir comment et quand faire le bon choix afin de réduire et même éliminer le gain en capital imposable lors de la disposition. On vous réfère à votre comptable ou fiscaliste parce que ce sont les experts dans le domaine qui vont être en mesure de bien vous orienter dans ces choix. Ce qu'on retrouve aussi pour réduire l'impact fiscal, il y a les legs du REER et du FER. Donc, pour réduire au minimum l'impôt ou en reporter le paiement, il y a des mesures pour réduire les conséquences fiscales d'un décès. Donc, ça peut être transférer votre REER ou FER à votre conjoint ou à un enfant à votre charge, mineur ou handicapé. Ce transfert se fait sans imposition. Si l'enfant est mineur, cette mesure permet de leur acheter une rente qui pourra leur être versée jusqu'à 18 ans ou à sa majorité et qui répartira l'impôt à payer sur la période pendant laquelle elle sera versée. Si l'enfant est handicapé, ça permet le transfert au REER de l'enfant. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'enfant n'est pas à votre charge, les sommes doivent être ajoutées dans vos revenus. Donc, on est présumé avoir disposé de nos REER en date du décès. Pour protéger et bonifier votre patrimoine à votre décès, vous pouvez choisir parmi différentes stratégies, dont la création de richesses, le don planifié. Voici quelques stratégies pour mieux protéger vos héritiers. Donc, on parle de création de fiducie testamentaire, création de richesses et don planifié. Qu'est-ce qu'une fiducie? Donc, la fiducie est créée au terme d'un acte. Les biens qui comprennent les liquidités, les résidences, les portefeuilles de placement, les valeurs mobilières, etc., transférés en fiducie, constituent un patrimoine distinct de celui du constituant et des bénéficiaires. Ces biens sont détenus et administrés par un ou des fiduciaires à des fins particulières au profit des bénéficiaires. Donc, le ou les fiduciaires sont nommés par le constituant. La fiducie testamentaire est établie par testament et prend effet au décès du testataire. Donc, quelqu'un pourrait décéder
créer une fiducie qui pourrait durer pendant des années pour dire, ben, un exemple, j'ai un enfant, je veux qu'on lui verse un certain montant à 18 ans, un autre montant à 20 ans. Fait que c'est toutes ces choses-là qui vont être énumérées dans une fiducie. Donc, la fiducie testamentaire est établie par testament et prend effet au décès du testateur. Donc, le transfert des actifs à la fiducie se fait donc au décès et ceux-ci seront gérés par le fiduciaire selon les directives du testateur. Celui-ci décide aussi de la durée et des modalités de la fiducie testamentaire. C'est le cas, par exemple, d'un transfert qui crée une fiducie testamentaire en faveur d'un enfant mineur. Donc, pour vous parler de tout ce qui concerne le volet assurance, donc planifié, je passe la parole à ma collègue, Mme Nathalie Ouellette, qui est conseillère en sécurité financière de Jean. On va y arriver. Bonjour à tous. Comme ma collègue l'a bien dit, Nathalie Ouellette, je suis conseillère en sécurité financière spécialisée pour Desjardins Sécurité financière. Si je devais décrire mon rôle, c'est vraiment au niveau de la protection, les assurances, vraiment protéger les actifs, la sécurité financière des gens, peu importe l'événement. Il y a aussi une partie un petit peu plus stratégique afin de faire croître le patrimoine ou encore diminuer l'impact fiscal au décès ou encore là, du vivant. Comme la plupart des gens, vous désirez profiter de la vie sans négliger la valeur de vos biens que vous laisserez un jour derrière vous. Cela exige toutefois une planification efficace. Une stratégie qu'on peut utiliser est par rapport à l'assurance vie et la création de richesse. La création de richesse est une stratégie financière de répartition des actifs qui permet l'accumulation d'un patrimoine à l'abri de l'impôt. En utilisant vos placements dont les revenus sont imposables dans une création de richesse, vous bénéficiez d'une croissance fiscalement avantageuse et vous améliorez votre rendement global. Il s'agit d'une solution qui combine à la fois la création d'un patrimoine instantané via l'assurance de base pour vos héritiers et une croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie. Notez cependant que l'accès du preneur aux valeurs de l'assurance vie du vivant peut avoir certains impacts fiscaux. On voit ici sur... Oh, je vais revenir en arrière un petit peu. Donc, on a ici vraiment les principaux aspects de la création de richesse, qui est bonifier le patrimoine par l'accumulation d'un patrimoine à l'abri de l'impôt, l'utilisation des fonds investis dans les placements dont les revenus sont imposables pour acheter de l'assurance vie, puis ainsi profiter des avantages fiscaux. Donc, on voit que c'est une utilisation judicieuse des liquidités disponibles. Ici, dans la diapositive, dans le fond, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la création de richesse. Dans le fond, c'est de l'assurance vie entière avec participation chez Desjardins. L'assurance comporte des primes, une période de paiement, un montant de base payable au décès ainsi que des valeurs de rachat, le tout garanti. Les primes versées par tous les propriétaires, qui sont les preneurs de chacune des polices, de contrats d'assurance avec participation, sont regroupées et déposées dans un compte distinct qui est géré séparément de tous les autres comptes de l'assureur. Les participations sont accordées tous les ans à l'anniversaire du contrat. Lorsque les résultats de compte participation sont meilleurs que les hypothèses ayant servi à déterminer les valeurs garanties. Maintenant, on va passer à un petit exemple, dans le fond, qui pourrait être un fait réel. Donc, on parle de Marie, 50 ans, Paul, 52 ans. Ils ont deux enfants majeurs. Ils ont maximisé leur cotisation à leur REER et à leur CELI. Leur souhait est de laisser un héritage et bonifier leur patrimoine sans nuire à leur qualité de vie à la retraite. Bref, le souhait de la plupart des retraités. Donc, on voit ici par la création de richesse, dans le fond, les principaux avantages sont disposer de valeurs de rachat accessibles en cas de besoin. Des incidences fiscales, comme on a dit, sont à prévoir dans certains cas. Alléger votre charge fiscale, accroître la valeur de votre patrimoine et léguer une plus grande somme d'argent à vos bénéficiaires. Si on va via la création de richesse, les bénéfices, assurer les engagements financiers et payer l'impôt, bénéficier d'une prestation d'assurance libre d'impôt, assurer la qualité de vie, éviter les soucis financiers et établir des bases financières solides.
Pour conclure, le concept de création de richesse démontre que l'assurantiel avec participation est une solution fiscalement avantageuse pour bâtir et transférer votre patrimoine. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur une deuxième stratégie qui est celle du don planifié. Le concept du don planifié. On transforme les primes payées en un don pour un organisme de bienfaisance. On profite d'avantages fiscaux et on réduit au minimum les répercussions sur la valeur de votre patrimoine. Donc, comme mes collègues l'ont déjà dit, on ne vient en rien diminuer, dans le fond, l'héritage qui est fait aux héritiers. On va tout simplement procéder d'une autre façon qui peut être fiscalement avantageuse afin de soutenir certains organismes là, de bienfaisance. Vous souhaitez appuyer une cause qui vous tient à cœur, redonner à votre communauté en léguant une somme d'argent considérable tout en préservant la valeur de votre patrimoine légué à vos proches. Sans engager des dépenses importantes, le don planifié d'une nouvelle assurance vie, un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donateur reconnu ci-après organisme de bienfaisance enregistré vous permet d'atteindre vos objectifs. Au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on voit ici? Les organismes de bienfaisance préfèrent un engagement à court terme du payeur, car cela réduit les suivis administratifs. Ainsi, il est possible d'adopter, par exemple, une durée de paiement de 5 ans ou 10 ans, toujours en conservant votre capacité à débourser la prime. Je voulais aussi vous aviser que c'est vraiment, dans le fond, il est important de mentionner que les chiffres sont vraiment des hypothèses et non une garantie. C'est basé sur des faits fictifs, bien que ça se rapproche de la réalité. On en arrive ici à un petit exemple, encore une fois. Il s'agit de Marie, dans le fond, qui est une Martine, femme non-fumeuse de 58 ans. Il s'agit d'une protection de 50 000 payable 5 ans avec une prime annuelle de 7 294 et 64. Il existe différentes stratégies en lien avec le don planifié. Regardons maintenant les exemples. On a tous les deux, dans le fond, on a deux principales façons de fonctionner. Le don, dans le fond, d'un nouveau contrat de son vivant, puis la désignation de l'organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d'un contrat existant. Donc, si on va avec le premier exemple, qui est le don d'un nouveau contrat du vivant, les avantages pour Martine sont que reçu annuel pour don correspondant au montant de la prime d'assurance payée sera produite par l'organisme, ce qui est donc une réduction possible de sa charge fiscale de son vivant, crédit d'impôt, dans le fond, de façon annuelle, car c'est un nouveau contrat. Donc, on va vraiment avoir une déduction fiscale annuellement versus l'autre stratégie. Le petit X par rapport à cette stratégie-là, c'est qu'elle doit adhérer à un nouveau contrat. Donc, la santé doit être au rendez-vous car elle doit se qualifier pour une nouvelle protection d'assurance. Pour l'organisme, le but du nouveau contrat, c'est vraiment le bénéficiaire du montant d'assurance prévu au décès de Martine est libre d'impôt. Donc, l'organisme qu'elle va choisir va bénéficier d'un montant entièrement libre d'impôt. Donc, son don généreux va aider à financer le travail de l'organisme de son choix. Et on passe à la deuxième option, la désignation de l'organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d'un contrat déjà existant. Donc, ça confère une certaine souplesse. Dans le fond, en conservant la propriété du contrat, Martine est maître de ses décisions. Le contrat lui reste à elle, car elle est vraiment le preneur de son contrat comparativement à l'autre stratégie, où c'est l'organisme qui est preneur, donc assume vraiment les décisions. Elle n'a pas à fournir de preuves de santé, ce qui est idéal si Martine a des problèmes de santé. Donc, si on a déjà un contrat existant, qu'on n'a plus la possibilité de ressouscrire à une autre protection, puis qu'on voudrait utiliser cette stratégie-là, c'est possible de le faire avec un ancien contrat existant. Pour Martine et pour la succession, dans le fond, un reçu fiscal correspondant au montant de l'assurance versée par l'organisme à son décès. Donc, ça pourrait être une stratégie vraiment intéressante pour quelqu'un qui va avoir un impact fiscal important au moment du décès et qui veut laisser un montant à un organisme de bienfaisance. Bien, il va avoir une diminution de l'impôt pour la succession. Donc, un avantage et pour l'organisme et pour la succession. Puis, comme je viens de dire, justement, pour l'organisme, le principal avantage est vraiment de bénéficier d'un montant d'assurance libre d'impôt. Donc, prochaine diapositive. Pour le don planifié, dans le fond, on voit que c'est une stratégie qui est flexible, accessible et simple. On a le choix de l'organisme qui correspond aux valeurs. Votre objectif philanthropique atteint plus facilement, donc étant donné qu'on peut l'échelonner là, sur une vie, il y a possibilité de faire des dons plus substantiels via l'accumulation dans certains produits et d'autres stratégies. Donc, ici, dans le fond, pour conclure,
Comme vous avez pu le constater, plusieurs avantages découlent des deux stratégies présentées précédemment. Votre conseiller en sécurité financière sera heureux de prendre un moment avec vous pour examiner les différentes stratégies et analyser votre situation personnelle de façon plus attentive et plus adaptée. On serait rendu à la période des questions pour chacun d'entre eux. Donc, on va passer à la période de questions. S'il y a des questions, Laura, tu nous avais dit que tu en aurais Non, quelques-unes. je viens d'avoir. Tu places ta caméra. Oui, merci beaucoup. Raison. Donc, je vais faire comme ça. Ouais, aujourd'hui, tu peux arrêter aussi le partage d'écran, à moins que ce soit nécessaire de retourner sur des diapositives. Non, parfait. Merci de ton conseil. Ouais. Faut m'excuser, hein. C'est la première fois que je m'occupe de caméra comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être davantage encore. Ben, ou là, dans mesure, ben, ouais, là, on voit nos trois conférencières, c'est parfait. Parfait. Michel, ton micro est toujours ouvert. Je ne sais pas si tu as des questions, mais moi, j'en Oui, aurais. Oui, en avais-tu? moi, j'en ai une. Puis, s'il y a des mondes, en passant, juste pour aussi les autres personnes qui sont sur Zoom, Oui. soit que vous levez la main ou vous utilisez clavardage pour votre question, puis je peux la transmettre par la suite. Moi, j'ai une question. Ben, c'était dans les premières diapositives, puis je ne me rappelle plus laquelle des trois qui a abordé le sujet, mais euh, par rapport aux exécuteurs, soit être c'est ça, nommé exécuteur testamentaire, puis le refuser. On a une historique dans la famille où c'est toujours pénible, pas pour les chicanes, mais le temps et l'énergie que ça demande à l'individu qui tire ce numéro-là à la loto. Sinon, on se vire de bord, puis peut-être que vous l'avez dit, mais je me faisais, voyons, j'ai l'attention d'un poisson rouge. Euh, on se vire vers des notaires, vers des. Qui peut, en payant les honoraires, qui est le professionnel ou la professionnelle la plus appropriée pour régler une succession quand c'est pas un individu de la famille, À ce moment-là, on se tourne vers le notaire. Le le notaire, notaire. lui, oui, il va vous indiquer là, la marche à suivre qu'on doit faire si maintenant qu'il n'y a pas de testament en ligne de compte. Mais c'est vraiment le spécialiste, vraiment le notaire, qui va vous aider à régler la succession à ce moment. OK? Puis avantages et désavantages, au-delà des aspects financiers, parce qu'il y a des honoraires à payer, entre le faire nous-mêmes, là, la personne qui est nommée exécuteur ou exécutrice, ou le faire faire avec un professionnel, un notaire. OK, mais c'est comme je disais tantôt, quand on fait un testament devant un notaire, un testament notarié, parce que lui il est déjà enregistré au registre testamentaire. Parce que quand on voit dans l'institution financière, l'institution financière va demander la recherche testamentaire. C'est sûr que la Ouais, personne peut le faire elle-même par Internet, c'est sûr, elle peut le faire. Ou d'un, elle va se tourner auprès de son notaire, puis le notaire peut le faire pour elle. Aussi, il y a moins de risques de perdre de documents, de faire des erreurs, il y a moins d'ambiguïté. C'est pour ça l'avantage. Mais si on part tous les trois, là. OK, merci. Moi, je continue parce que je pense, Michel, ta question elle est plus loin que ça. Le numéro, il tombe sur moi. Je suis le liquidateur, c'est ça? Parfait, oui. Et j'ai ça, mais ça me tente pas. Malgré oui. tout, qu'est-ce que je peux faire pour abréger mes souffrances de. Comme je mentionnais tantôt, on est Merci, liquidateur. Laurent. On nomme comme liquidateur. On n'est pas obligé d'accepter la charge de liquidateur. Donc, c'est ça ta question, Michel. Ben, oui, non, c'est j'essaie juste de voir pour le vivre présentement, là, avec trois successions qui traînent depuis quelques années dans la grande famille, parce que c'est pas moi qui est exécuteur, mais c'est un autre membre. Là, on essaie de virer de bord, puis de dire, ben là, ça n'a pas d'allure, ça traîne, donc on voudrait le donner à des professionnels. On essaie juste d'évaluer au niveau du travail, la charge de travail. On comprend qu'il va y avoir des honoraires en bout de ligne, donc le montant ou les sommes qui vont être disponibles pour être réparties entre les héritiers vont être réduites. Mais c'est sûr. Mais en même temps, Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est à ce moment-là, le liquidateur, il y a un liquidateur de nommé puis il ne va plus faire son rôle, c'est ça que je comprends? ben, ça ressemble à ça pas mal, ouais. Ou il est Oui. trop vieux pour le faire. Ben, à ce moment-là, il faut de un, la personne, vous me corrigerez si je me trompe, là, de un, la personne, il faut qu'elle va sur le notaire quand même pour indiquer comme quoi qu'elle n'exerce pas son rôle de liquidateur. Il va avoir un consensus de famille, puis ils vont choisir qui va être le liquidateur. Des fois, il y a des substituts aussi qui sont nommés dans un testament. Oui. À défaut Ils peuvent d'eux, prévoir. Ouais. décédé. Non, ça n'a pas été le cas là-dedans.
Par expérience, ce que j'ai déjà vu aussi, là, des Ouais. fois, il y a des gens qui donnaient le mandat à un comptable, Oui, un aussi. notaire ou un Fiscaliste, professionnel. ouais. Ça fait que ces gens-là, souvent, vont être capables de faire les liens professionnels pour s'assurer Parfait. que tout est fait dans les règles de l'art. Puis est-ce que c'est Ça, mieux, c'est- ce moment-là, d'aller vers un comptable ou un notaire ou Ben moi, je pense que peut-être en se référant au notaire, Ils ils vont vont être vous ré- capables de vous référer Selon l'emploi. vraiment, Effectivement. c'est ça, la grosseur aussi, la succession. Tu sais. Les successions qui sont très, très simples, puis il y en a d'autres qui sont très, très... Compliqué. Ouais. que l'aspect fiscal ne sera pas le même. Ou comme on parlait aussi, des gens qui peuvent avoir des fois des biens à l'étranger. Fait que s'ils se Hmm. retrouvent, ce n'est pas nécessairement le juridique du Ouais, Canada Canada. qui va s'appliquer, ça va au-delà de ça. Merci beaucoup. est-ce que ça arrive souvent, des cas comme ça, de 2 ans, 3 ans, ou ben, on comprend que ça prend un certain temps parce qu'il faut faire les rapports d'impôts et tout ça, il faut laisser passer au moins un an. Mais est-ce que c'est fréquent? 2 ans, 3 ans, régler une succession? Il y a des successions qui peuvent prendre plusieurs années. Tout Ça dépend de la dépendant. complexité. Oui. Ouais. Ça a bien répondu à votre questionnement. Oui, oui, c'était super. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport au mandat de protection. Je pense qu'il faut qu'il soit homologué, le mandat de protection. Donc, si une personne devient inapte et qu'elle a fait son mandat de protection, euh, est-ce qu'il y a un temps ou un délai avant que les gens puissent agir? Parce que le mandat de protection doit être homologué. Oui. C'est que Donc, souvent, ben, ça va entre-temps, être quand il est fait du vivant. Il faut que la personne est vivante. oui. On appelle aussi le mandat d'inaptitude, plus communément, mais c'est qu'une personne va le faire quand il est apte à le faire. Oui. Et si jamais il arrive un problème d'inaptitude, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il y a un processus là, avec des rapports médicaux. Ça prend. Il y a des étapes quand même, là. Sauf que ça évite, quand le mandat d'inaptitude est fait, c'est que ça évite de se retrouver avec peut-être des conseils de tutelle, puis des choses beaucoup plus, les curateurs publics, si on veut. Mais il faut qu'il soit homologué. À Donc, partir du moment que la personne a été Non. inapte, a été déclarée inapte, à ce moment-là, pour le mettre en force de loi, il faut qu'il soit homologué par la Cour. puis, pour la période entre les deux, est-ce que c'est intéressant d'avoir une procuration, de donner une procuration à la personne? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain, là, si ma mère, par exemple, devient inapte, tant que le mandat n'est pas homologué, est-ce que je peux quand même procéder Ça, il y a un au problème paiement de à ce ses moment-là, obligations et avec tout un ça? notaire, puis il y avait un vide juridique là-dedans. OK. Parce qu'il y a un entre-deux. C'est que quand une personne peut être partiellement inapte, ou on peut dire pas tout à fait inapte, pas assez pour qu'un mandat d'inaptitude s'applique, soit homologué, ou encore si la personne n'a pas fait de mandat, puis qu'elle est plus apte à le faire, bien, à ce moment-là, c'est un autre régime. Mais moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, puis j'en avais jasé un petit peu avec un notaire, c'est qu'aujourd'hui, ils vont mettre ce qu'ils appelle une procuration générale, qui est annexée avec le mandat d'inaptitude. Ça fait que ça vient comme, en partie, là, gérer cette période-là. Mais quand on parle d'une procuration bancaire, C'est pas pareil. procuration en caisse ou bancaire, c'est valable tant et aussi longtemps que la personne est apte à gérer son compte, à C'est pas prendre des pareil. décisions. OK. Fait que beaucoup de gens, des fois, vont confondre ça, vont penser qu'une procuration sur un compte bancaire va agir un petit peu comme un mandat d'inaptitude, mais c'est totalement faux. Il y a une Parce que différence entre les deux. c'est ça. Puis l'autre, ça s'appelle une procuration. Dans le Celle fond, la qui est- procuration, ce qu'elle va faire, c'est que le propriétaire du compte, saint d'esprit, va autoriser quelqu'un en qui il a confiance pour transiger en son nom. Admettons, faire des dépôts, des retraits, payer des comptes. On voit ça souvent, des fois, peut-être plus, peut-être des personnes plus âgées, tu sais, qui aiment moins se déplacer l'hiver, qui veulent réduire, qui ne sont pas nécessairement très technologiques, mais c'est valable tant et aussi longtemps que que le propriétaire du compte est apte, parce que lui, il pourrait décider du jour au lendemain qu'il révoque la procuration parce qu'on n'en fait pas usage comme on souhaiterait que ce soit fait. La procuration de caisse ou n'importe quelle institution financière confondue, elle est là tant soit temps que la personne est apte. Aussitôt qu'elle est inapte, la procuration tombe.
Donc, c'est la procuration générale, comme Mme Leblanc vient de mentionner. Ce qui arrive, la procuration qui est donnée en caisse, beaucoup de gens, des fois, vont continuer à transiger sur un compte alors que la personne est inapte. Et ça, ben, il y a encore la responsabilité. Si jamais, puis souvent, souvent, on ne sait pas, nous, mais on voit ça quand même assez. On l'apprend couramment par après. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, je vais attendre. Je pense pas. Laurent, tu avais une question? Il n'y en a pas là-bas. Moi, j'aimerais ça qu'on vienne sur les dons qui étaient attachés à une assurance. Là, vous m'avez perdu un petit peu là-dedans. Là, il y avait des termes, puis ça allait un petit peu vite. Disons que moi, disons que j'ai une assurance où je dois souscrire à une assurance particulière, puis j'ai un organisme auquel je voudrais attribuer ce don-là. Il y a deux possibilités. Je n'ai pas catché comment ça fonctionnait, ça. C'est le principe du don planifié. Dans le fond, c'est vraiment planifier son don via une assurance. Il y a vraiment deux possibilités. Ça peut être une nouvelle assurance qui est souscrite. Donc, je vais un organisme de Présente, dans le fond, une caisse, avec peu une importe. conseillère en sécurité financière. Je prends une assurance. En désignant, dans le fond, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait un accord avec l'organisme choisi, car elle est preneur du contrat. À ce moment-là, si on va avec une nouvelle assurance, l'organisme est preneur du contrat, donc la personne n'a plus, dans le fond, de droit de veto sur sa police parce qu'elle n'est pas preneur. Mais ça lui fait, dans le fond, un impact fiscal annuellement, dans le fond, de recevoir un feuillet pour diminuer les primes annuelles, dans le fond, sur sa déclaration, là, sa déclaration d'impôt. Puis la deuxième option, c'est dans le fond vraiment versus une assurance, dans le fond, vie qui est existante. Donc, par exemple, vous avez un contrat d'assurance vie de 50 000 dans le fond, on a déjà des fonds pour les héritiers, on a déjà prévu quelque chose, puis vous voulez léguer un impact, vous avez un impact fiscal important au décès, bien, vous pourriez prendre une police d'assurance vie existante, seulement désigner dans le fond, l'organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de la police. Puis à ce moment-là, dans le fond, au moment de votre décès, l'entièreté de la police d'assurance, comme par exemple, c'est une police d'assurance de 50 000 serait versée, dans le fond, à l'organisme, puis ça ferait, dans le fond, un crédit d'impôt de 50 000 pour diminuer l'impact fiscal pour votre succession. Ah, OK, c'est là que ça C'est joue. pour ça que quand on dit... C'est là que ça joue. Ça ne touche pas les héritiers, leur revenu. C'est pour ça que C'est je disais, moi, l'affaire. ça que je disais au début de tout, là, ça vient diminuer l'impact sans nuire nos droits de... Oui, je l'ai entendu ce bout-là, mais je le sais. C'est pas encore expliqué, là. C'est C'est ça, c'est sans nuire vraiment aux héritiers, parce qu'on peut faire ça complètement en marge. Puis aussi, ça simplifie la chose, puis ça fait des dons vraiment qui peuvent être plus substantiels, parce qu'on vient vraiment faire une assurance de base qui garantit plus rapidement dans le temps. Puis en plus, l'impact fiscal est intéressant. Donc, c'est en fonction de mes avoirs, mes immeubles, mes REER, tout ce que j'ai, qui pourrait aller à mes héritiers. Oui. Eux vont payer de l'impôt là-dessus. Ça viendrait réduire l'impôt qu'eux viendraient payer. Ça. Donc, on fait un calcul global Oui, de ça. c'est pour ça qu'on dit que c'est important de venir rencontrer votre conseillère, peu importe à quel endroit, de venir rencontrer votre conseillère parce qu'on planifie tout ça par l'intermédiaire de différents intervenants. C'est son travail de pair, donc ça On peut travaille être fait avec le bilan successoral ou le plan financier, vraiment un surplus de liquidité, puis on sait qu'il y a un impact fiscal tel, puis que vous avez à cœur un organisme, bien, on peut se servir de cet organisme-là pour lui faire, dans le fond, progresser l'organisme et en plus diminuer l'impact fiscal pour la succession, qui peut être sur des placements enregistrés, sur des immeubles à logement, peu importe. On fait vraiment une pierre deux coups. On rend un coup de main à un organisme, puis on diminue l'impôt. Dans l'exemple que vous avez donné, il n'y a pas d'impact sur ce qui va rester en argent aux héritiers. Non, il y a même Parce dans que le c'est fond- un 50 000 d'impôt. C'est C'est ça. l'État, finalement, qui n'a pas l'impôt, puis c'est un organisme. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Donc, ça vient diminuer l'impact fiscal pour la famille, pour les héritiers. Faire le don, souvent, c'est les gens, puis c'est une stratégie qui est vraiment négligée parce que souvent, les gens, ils font des dons, c'est vraiment comme ça, sans recourir à une stratégie. Tandis que si on va vraiment avec le don planifié, bien, on a un impact fiscal qui est important, peu importe la stratégie qu'on choisit. C'est quoi le pourcentage des gens qui ont des plans comme ça, de dons planifiés? Je dirais que c'est quand même pas fréquent parce que On c'est a souvent parlé Puis il de y a ça. beaucoup de gens, c'est ça, c'est vraiment sous-estimé. Il y a beaucoup de gens qui font des dons, puis justement, ne savent pas qu'il peut y avoir des mécanismes comme ça là, qui sont utilisés pour que ce soit, dans le fond, faire leurs dons et que ce soit encore plus avantageux pour eux là, fiscalement. Ça, c'est important quand on fait des conférences comme ça,
Donc, les gens sont plus alimentés. Puis ça, C'est ça, ça ça excite la existe. discussion, C'est c'est ça, effectivement. l'intérêt. C'est J'ai un arrivé des commentaire pour fois aussi. Laurent. Oh, pardon. Vas-y, Michel. Oui, Adocar, ça s'écrit Adauqar si tu fais ta police d'assurance. Tu avais raison, Michel. Mais c'est un peu ça qu'on se posait comme question à un moment donné pour supporter des organismes, dont la DOCAR et d'autres. Mais ça veut dire que je peux le planifier. En réalité, ça ne coûte rien, à part qu'une planification. C'est la stratégie, c'est ça. C'est ça qu'on disait. Il y a le plus Je possible d'argent et de biens à ses héritiers sans donner trop au fisc. C'est sûr que le roulement au conjoint, quand il y a des REER, en présence d'un conjoint, ou le transfert de biens qui aurait eu normalement un gain imposable, un gain en capital, mais quand il y a un roulement qui se fait au conjoint, mais c'est le dernier conjoint dans le Dernier fond, vivant. qui va écoper, là, si on veut. Mais au moins, on en sauve une partie. Puis, Oui. puis même, il y a des gens qui peuvent avoir, qui n'ont pas nécessairement d'héritier. Ils peuvent léguer leurs biens à une fondation quelconque aussi. Ça peut être ça aussi. Parce qu'eux, exemple, qui n'ont pas de conjoint, pas d'héritier, ni quoi que ce soit, l'impact fiscal, ils ne peuvent pas faire de roulement ni rien. Donc, important d'établir des stratégies. Là. C'est de décider si on veut le donner à une cause qui tient à cœur ou le donner vraiment là, à l'impôt. Donc, à la société en général. Oui, c'est ça. C'est aussi bien. C'est aussi bien, mais Payer de l'impôt, c'est pas tout à fait direct. Pas tout à fait direct. Là. Oui, tout à fait. Quand on parle de rouler comme ça, là, est-ce que ça se fait automatiquement si notre conjoint est notre héritier principal ou est-ce que c'est une démarche particulière? Ça prend le testament. Il faut être reconnu parce que, tu sais, quand on parlait que les conjoints de fait n'existent pas dans le Code civil, là, Oui, oui, oui. ben, c'est doublement Si c'est important prévu au d'avoir testament. un testament. Mais quand dans le testament, ça dit que notre conjoint est notre héritier, Fait à que ce là, à ce moment-là, moment-là, notre REER est c'est comme une transféré. stratégie fiscale qui se fait. Fait les REER, c'est, mettons, un exemple, je ne sais pas si monsieur ou madame qui décède avait, mettons, 100 000 de REER, de fer ou de produits enregistrés comme ça. C'est que ça va être transféré au nom de l'autre personne en REER ou en fer. Et l'impact fiscal se fera au deuxième vivant, lorsqu'il va commencer à décaisser ou s'il arrive à un décès, en fonction de la juste valeur marchande. Même aussi, Le CELI existe de la même façon aussi. Les fonds de pension, la riche des rentes, il y a d'autres. Le conjoint est reconnu aussi, mais il faut répondre à certaines conditions aussi. Dernière question un peu comique, là, mais je comprends que vous faites des présentations là-dessus sur le fait d'avoir un testament, pas de testament, une méchante différence entre les deux. Oui. Mais c'est quoi le pourcentage des gens qui ont des testaments? Qui n'ont pas de Qui n'ont testament. pas de testament, qui ont des testaments. Il y en a Il y en a beaucoup. Je comprends le fait que vous faites des présentations là-dessus. Ah, Parce que nous, c'est sûr, comme on faisait un petit peu de la blague tantôt, je disais, je suis une conseillère, je ne suis pas une conférencière, ça fait que je risque de m'enfarger dans les fleurs du tapis, là, en cours de route. Mais c'est sûr que quand on rencontre les gens, on va toucher à tous les volets qui peuvent, le volet de protection, c'est pas, on ne fait pas de plan, de planification financière parce que c'est pas dans nos, on n'a pas les permis pour ça. On va faire des plans financiers, mais on va aborder tous ces volets-là. Fait que l'importance d'être bien protégé, l'importance, c'est parce qu'on entend des fois des gens qui vont dire, ah, ben, j'ai pas de protection, puis si je meurs, ben, ils vendront à la maison. Mais tu sais, est-ce qu'on veut laisser les problèmes aux gens qu'on aime? Tu sais, c'est plein de choses qu'il faut aussi se questionner. C'est vraiment un travail d'éducation aussi parce que certaines personnes n'ont pas de testament ou n'ont pas de protection parce qu'ils ignorent les impacts, dans le fond, de ne pas en avoir. Donc, c'est vraiment, de notre côté, c'est vraiment un travail d'éducation aussi, là, de leur expliquer que oui, c'est leur liberté, mais il y a tel impact relié à telle situation. Comme par exemple, c'est le REER, il y a bien des gens qui ne savent pas que s'ils ne le roulent pas au conjoint, il va avoir un impact fiscal important. Oui, ça serait juste ça. Donc, tu sais, leur décision change en fonction de ça aussi, là. Donc, c'est notre rôle là, de leur exprimer qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, ou même si quelqu'un avait, je prends des chiffres bien très, très ordinaires, là, quelqu'un qui aurait 100 d'argent non enregistré, d'argent régulier, qui aurait 100 de REER, qui a un conjoint, qui a des enfants, ben, est mieux de donner le 100 000 REER à la conjointe ou au conjoint et donner le 100 000 non enregistré aux enfants, parce que sinon, ce serait imposé. Oui. Est-ce qu'il y a un roulement conjoint? Est-ce qu'il y a un roulement conjoint? Dans le conjoint de l'impôt, c'est quand le conjoint va décéder. Tandis que, ça va être décaissé, là. effectivement, c'est pour ça que... Sinon, le 100 000 serait ajouté au revenu
de la personne qui est décédée, l'année du décès. Oui, à la minute qu'il décède, c'est ce qui remonte tout son REER. S'il y a 200 000 arrière, son revenu d'augmenter de 200 000. C'est mettons qu'il n'y a pas de roulement conjoint du fait. Ça, d'où l'importance de la planification. Des fois, on prend ça comme un peu à la légère, mais c'est vraiment très important, là. Ça a beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les gens qui sont avec nous par Zoom? Huguette, oui. Huguette, votre micro est fermé, vous pouvez l'ouvrir. Oui, bon, c'est pas une question, mais c'est simplement une réflexion par rapport au testament. Des fois, on fait notre testament, puis on se sent comme en sécurité d'avoir fait ça, puis ça peut faire 10 ans que le testament est fait, puis il y a bien des choses qui ont changé dans la vie. C'est bon de le relire de temps en temps. Parce que je pense aux liquidateurs, par exemple, qu'on choisit. Si, quand on a fait notre testament, par exemple, on a nommé un de nos enfants liquidateur et que cet enfant-là s'en va travailler à l'extérieur du pays, demeure à l'extérieur du pays, on oublie des fois là, que des conséquences que ça peut avoir si on ne revise pas ça. Parce que si la personne qu'on a choisie, le liquidateur, demeure à l'extérieur du pays, c'est vrai que là, c'est les lois du pays, l'imposition dépend de la loi du pays, puis il y a des pays où il paraît que c'est vraiment très exigeant comparativement ici. Donc, c'est important que le liquidateur, parce que disons que c'est un peu ma vie, là. Moi, on m'a vraiment suggéré de marquer que le liquidateur que j'ai choisi pourra être liquidateur s'il réside au Canada. Parce que la loi est différente aussi entre le Québec et le Canada, là, mais il faut vraiment préciser à ce moment-là qu'il faut que la personne soit résidente au Canada, donc ça protège à ce moment-là le règlement de la succession, là, si on ne veut pas que l'argent parte à l'étranger. C'était juste ça que je voulais apporter. Merci. Intéressant. Oui, intéressant. Je l'ai peut-être pour relancer Parce que là-dessus. c'est important d'en parler avec le notaire quand on revise le testament. Là, c'est un point. On n'y pense pas souvent, là, mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment surprise quand j'ai su que c'était vraiment préférable de ne pas choisir un liquidateur qui est à l'extérieur du pays. Aussitôt qu'il y a des événements importants dans notre vie, là, c'est là qu'il faut penser à réviser notre testament, notre mandat de nattitude, aller voir notre conseillère, parce qu'il y a des choses qui ont changé, d'où l'importance là, de valider les spécialistes autour de nous. Les révisions sont vraiment très importantes, que ce soit quand on évolue, nos profils d'investisseurs peuvent changer. Donc, il faut que les placements aient su. Puis aussi, du côté des assurances, les protections aussi. On a beau avoir établi la plus belle des protections, si notre situation a changé, comme par exemple un frais cocasse, c'est quelqu'un qui a eu un premier mariage, une police d'assurance il y a 50 ans, il avait désigné son ex-conjointe comme bénéficiaire. Tant que le changement de bénéficiaire n'est pas fait, ce serait l'ex-conjoint qui recevrait les fonds, là, même si maintenant, elle ne fait plus partie du tout de la vie. Donc, c'est vraiment extrêmement important là, de faire des révisions, même si on a des choses établies. J'aurais peut-être une question complémentaire des révisions, surtout si on est dans un testament notarié. Évidemment, il y a certainement des coûts. Puis si on veut le faire fréquemment, est-ce qu'on peut laisser des notes complémentaires? Autrement dit, quand on a un testament notarié, est-ce que ultérieurement, on peut avoir, j'appellerai pas ça un testament Il peut y avoir ce qu'on appelle maison, des codicilles. Tu sais, c'est comme un annexe. Notaire. C'est quelqu'un Ok. qui voudrait comme rajouter une clause. Et ça, c'est fait avec le notaire? Je pense que ça peut être à la main, mais je pense que de se référer au notaire, c'est vraiment les spécialistes là, qui vont être Qui peuvent capables de. dire si c'est adéquat, si on le fait pas notarié ou si on doit le faire notarié. OK. Dans notre cas, mais en tant que conseillère, il n'y a vraiment pas aucun frais à faire une révision, que ce soit en assurance ou au niveau des investissements ou des plans financiers, quoi que ce soit. OK. Donc, c'est peut-être plus chez les notaires, révision. Si on veut vraiment faire une révision d'un document légal, à ce niveau-là, c'est vraiment. Fait qu'on fait un plan financier, la conseillère va indiquer, regardez, dans le plan financier, on a parlé des investissements, on a parlé des protections. Oups!
Aussi, on a parlé d'aller voir votre notaire pour faire des revisions. Tu sais, dans le plan financier, on va l'indiquer les choses que la personne doit avoir. C'est un plan qui indique une marche à suivre finalement. Et des fois, les gens vont nous dire eux-mêmes, j'ai fait mon testament il y a 20 ans, 25 ans, qu'il y a des choses qu'il faut que je change. Fait que, tu sais, c'est là où on leur recommande, vraiment pour qu'ils aient la tête tranquille, l'esprit tranquille de le réussir. Mais nous, on n'est pas notaire, on n'est pas avocat. On ne peut pas avoir tous les métiers. On peut juste les conseils. Michel, as-tu vu d'autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? On ne dirait Ah, les questions pas. sur ça, là. On dirait pas. Non. Ben Pas alors, de main si c'est- levée, pas de rien dans le clavardage non plus. Donc, ça mettrait fin à la rencontre d'aujourd'hui. Je remercie nos conférencières. Nancy, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Et je vous ai parlé au début des événements qui s'en viennent, mais il y en a un qui est en lien avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'est le 13 décembre. C'est une conférence sur ce potentiel philanthropique. Euh, En fait, puis surtout, on dit souvent qu'aujourd'hui, les actifs sont même plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, c'est justement une conférence qui parle d'un outil qu'on a dans la région, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, qui est un outil de développement économique parce qu'il y a des gens, des organismes ou des familles qui créent des fonds pour pouvoir investir dans des causes qui leur sont chères. Donc, toute la question du don planifié notamment, puis comment ça fonctionne, les avantages fiscaux, mais aussi beaucoup à quel point ce mouvement-là de cession de notre patrimoine pour des causes là, peut avoir un impact sur le développement économique de nos régions. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. C'est le 13 décembre. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. Merci à nos conférencières. Bonne fin de journée. Longue vie.